Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, excellente journée. Bonjour d'Algérie, c'est Béchar qui vous accueille comme chaque jeudi. Nous sommes jeudi le 10 octobre 2024 et nous allons avoir le plaisir de vous accompagner pendant 1h30, de 8h à 9h30 avec nos invités pour débattre de différents sujets. Nous allons avoir le plaisir aujourd'hui de débattre sur d'abord le mois d'octobre rose, qui est le mois de sensibilisation contre le cancer du sein. Ensuite, nous allons aborder la thématique du remplissage de Jorf Torba après les précipitations qui a eu lieu et qu'a connu la région le mois de septembre dernier. Et pour conclure, nous allons avoir le plaisir de recevoir des invités de l'Université de Béchar pour justement parler de la création et l'accompagnement des startups. Avant de commencer, je vous laisse vous reposer avec cette chanson que nous vous avons choisie de la région d'El Bayed. Et nous allons revenir juste après. Donc, restez avec nous. Nous allons revenir juste après. Yeah.
Et donc voilà, c'était la troupe folklorique d'El Bayed, de nos traditions, de nos grands-parents, de nos ancêtres, que nous souhaitons préserver justement. Alors j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Madame Alaouia Biara, présidente de l'association Al-Fajr, du bureau de Béchar et membre du bureau national. Alors bienvenue Madame. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler justement du mois d'octobre rose et vous êtes tout en rose. Merci. Bonjour alors. Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs. Ce mois rose, c'est un mois de rappel. Oui. Nous devons rappeler à tout le monde qu'il faut se protéger, qu'il faut se faire examiner, qu'il faut se détecter. Il faudrait que nous sensibilisons toute notre population, vu le nombre croissant de maladies, Oui. de cancer du sein. Et pourquoi un rose? C'est un rose qui reste une couleur optimiste, comme quoi ce n'est pas la fin du monde. C'est un Si l'on est- espoir. Oui, C'est un espoir exactement. pour les femmes de voir la vie en rose. Tout à fait. Justement, c'est le mois du cancer du sein. Relativement, bon, c'est une maladie qui peut atteindre les deux sexes, que ce soit homme ou femme, mais en majorité, c'est les femmes qui sont atteintes malheureusement de cette maladie. Donc, une couleur féminine et portante d'espoir. Alors, pourquoi le mois d'octobre justement? C'est le mois national Oui. et c'est le mois Mondial. mondial. Donc, l'OMS a choisi ce jour, le 1er octobre, pour débuter la sensibilisation et le dépistage. Donc déjà le 1er octobre, c'est la journée mondiale du cancer du sein. cancer du sein. Voilà, et du coup, on profite du mois d'octobre pour sensibiliser tout au long de ce mois. Le mois d'octobre, pour moi, c'est juste un mois de rappel parce que la sensibilisation et le dépistage doivent être continus, c'est toute l'année. Tout à fait, entièrement On ne d'accord. doit pas attendre le mois d'octobre pour essayer, Pour se faire dépister. pour se faire dépister et pour détecter aussi les maladies. Tout à Cette fait. maladie, cette pathologie qui est à prolifération métastasique, et c'est là qu'on doit éviter ce problème-là pour sauver des vies et pour traiter les débuts, pour détecter précocement et pour traiter la maladie dès le début de son apparition. Exactement. Donc, si l'on parle de célébration de ce mois, des activités que vous faites durant ce mois, ça consiste à quoi exactement? Ça consiste à sensibiliser, à dépister, à examiner et à accompagner aussi les malades. Mhm. Le bureau est ouvert pour toute l'année, mais en principe, tous les mois, on se déplace pour aller dans différentes polycliniques, dans différents centres de santé, dans différents hôpitaux pour essayer de dépister cette pathologie, pour dépister cette maladie à temps. Oui, surtout ça. Merci Madame. Nous allons nous arrêter un petit moment avec ce VTR réalisé par notre collègue Krim Houaria et interprété par notre collègue Baba Ahmed Jawida. Sensibiliser le plus grand nombre de femmes est le challenge de plusieurs associations luttant contre le cancer du sein. En ce mois d'octobre, dit Octobre Rose, les efforts se multiplient afin de fournir un diagnostic professionnel au profit de toute femme âgée ou plus de 25 ans. J'ai reçu la nouvelle de ma maladie avec courage. J'ai été opérée, j'ai fait des séances de chimiothérapie et de radiothérapie pour en finir par le vaccin pendant 18 mois. Maintenant, je suis sous traitement, ça fait 5 ans. Le travail de sensibilisation que mènent les associations s'articule en priorité autour du dépistage précoce de la pathologie, ainsi que la prise en charge psychologique des femmes atteintes. من ناحية الدعم النفسي نساعدوهم باسكو ما يكونش عندهم une phobie والعملية تمت بظروف حسنة بالنسبة Il faut que les malades se sentent soutenus par tout un staff médical. Il y a eu plusieurs campagnes de sensibilisation visant toutes les tranches d'âge. تكون لعامة نساء لكافة les tranches d'âge
من 25 سنة يجوا نستقبلوهم وتكون إن شاء الله في ظروف حسنة. فيه مراحل يعني متعددة منها. Le traitement du cancer passe par plusieurs étapes très longues. L'intervention, la chimiothérapie, la radiothérapie, ce qui décourage souvent les femmes à faire le diagnostic. Pratiquer une activité sportive régulière, s'alimenter sainement et s'éloigner du stress, ce sont les premières démarches à suivre pour lutter contre toute maladie, y compris le cancer du sein. Il faut signaler qu'il est en tête de liste des types de cancers en Algérie. Et voilà, je remercie notre collègue Jawida Bab Ahmed pour cette couverture justement. Comme nous avons déjà vu sur le VTR, ça concerne plusieurs tranches d'âge justement. Et voilà, ça peut prendre plusieurs années de traitement. On a vu déjà une patiente qui parlait de 5 ans. Alors, quelle en est pour la tranche d'âge qui est atteinte, c'est-à-dire le plus grand nombre, c'est à partir de quel âge? Au début, on disait que les femmes, à partir de 45 ans, 50 ans, oui, on doit les dépister. Actuellement, on voit des cancers chez des femmes très jeunes. Moins de 20 ans même, on a même vu chez des enfants cas de cancer moins de 20 ans. Donc, moi, je pense qu'à partir de la puberté, on commence à dépister les cancers. Il y a des pathologies, bien sûr, de sein qui ne sont pas cancers, des adénofibromes et d'autres pathologies du sein qui sont bénignes, mais on doit attaquer surtout les cas pathologiques de cancer. On doit dépister les pathologies du sein, parce que le sein est classé en première position en Algérie. Il atteint 14 000 à 15 000 personnes en 2022 et nous assistons à une croissance de cancer. Justement, donc maintenant, si on parle des causes de ce phénomène, pourquoi cette croissance et quels sont les principaux, on va dire, causes d'atteinte de cette maladie? Il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs hormonaux. Il y a beaucoup de femmes qui prennent des traitements hormonaux de ménopause. Certaines incriminent la contraception. Il y a le stress. Il y a le régime diététique. Il y a le régime alimentaire. Il y a le tabagisme. Il y a l'hérédité. Il y a l'obésité. Et bien sûr, d'autres facteurs aussi peuvent s'ajouter à cela. Donc, pour conclure, il va falloir dire que pour éviter cette maladie, il faut avoir une bonne hygiène de vie, que ce soit sur le plan nutrition, sur la pratique de sport pour éviter le stress excessif, limiter, on va dire, pas éviter les traitements hormonaux et se faire dépister justement de temps en temps, vérifier que chaque femme ait l'habitude de se palper le sein, de vérifier justement s'il y a des nodules, s'il y a quoi que ce soit comme masse. Et dans le cas de cette masse, ce n'est pas forcément un cancer. Il va falloir aller voir justement le médecin pour diagnostiquer ce que c'est cette masse. Alors, parmi les masses qui pourraient exister, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme masse? Absolument. Il y a des pathologies qui sont bénignes. Et notre devise, c'est d'aller rechercher les pathologies de cancer avec des examens. Bien sûr, il faut apprendre aux patients, aux femmes, toutes les femmes doivent savoir se palper, se faire examiner. La femme doit se mettre torse nu et se palper tous les mois à la fin du cycle. Pour les femmes ménopausées, se palper, elle doit choisir un mois, par exemple le jour de sa paye, la fin du mois. Elle doit choisir une journée et se faire palper. Alors l'examen doit se faire torse nu devant une glace. Et il y a 3 méthodes d'inspection. Il faut d'abord l'inspection et ensuite la palpation. Alors l'inspection, c'est qu'elle doit voir s'il y a un changement dans ses seins, voir la forme du mamelon, la couleur, s'il y a une rougeur, s'il y a une dépression, s'il y a une déformation du sein, un écoulement, tous ces signes. Elle doit se présenter en consultation. Dès qu'elle voit l'un de ces signes, dès qu'elle voit ou bien une masse, elle trouve la moindre petite masse. Et l'examen doit se faire, doit voir d'abord au niveau de la nuque,
au niveau des aisselles et de la base du sein jusqu'au main blanc. Donc elle doit se faire examiner, se palper et à la moindre pathologie, elle doit se présenter à la consultation. D'accord. Quand elle arrive justement chez le médecin pour la consultation, quelles sont les méthodes reconnues pour justement détecter? Souvent, les gens se limitent à la mammographie. On a tendance à penser que la mammographie, c'est l'examen suffisant justement pour diagnostiquer. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est tous les 2 ans, elle doit faire sa mammographie. D'abord, le médecin il va examiner, elle va lui montrer ses seins. Elle va examiner et on doit lutter contre le tabou parce que actuellement ça va, mais dans certaines régions c'est encore tabou. Exactement. Les gens ne se font pas examiner facilement. Donc on doit casser ce tabou. La femme doit se faire examiner, le médecin doit la palper, il doit rechercher des adénopathies, que ce soit au niveau des aisselles, du cou ou bien au niveau du sein. L'examen se fait soit linéaire, soit cadran par cadran, c'est-à-dire diviser le sein en 4 et examiner la partie interne et la partie externe, antérieure et postérieure. Ok, au-delà de l'examen, on a trouvé quelque chose, on soupçonne une tumeur. Alors, quelle est la procédure à faire? Pour les femmes jeunes, ouais, c'est une échographie mammaire qu'on doit faire. D'accord. Et pour les femmes à partir de 40 ans, on fait la mammographie. Alors la mammographie, il y a 2 lectures qui doivent se faire et le médecin, après les résultats du radiologue, le médecin doit prendre en charge la patiente. Si c'est un néo au stade primaire, donc c'est lui qui oriente la malade, soit en oncologie, soit en chirurgie, et il y a la radiothérapie en dernier lieu. D'accord, donc il pourrait y avoir l'examen de ponction. C'est la nanapathe qui devrait définir justement si c'était une tumeur bénigne ou maligne. Et quelle sera justement la procédure à faire ensuite. Et on pourrait se limiter à une ablation de sein et continuer sa vie normalement, sinon se faire suivre pendant un bon moment avec des contrôles réguliers. Maintenant, l'association, à quel moment elle intervient justement? D'abord, dès que la malade dès que la femme est diagnostiquée. Justement. C'est l'aide psychologique à ce moment-là. Il y a l'aide psychologique qui intervient parce que la femme, dès qu'elle apprend, des fois, actuellement, les femmes disent elles-mêmes leur compte rendu du cliché. Elles lisent le compte rendu et puis elles sont affolées. Il faut la prendre en charge psychologiquement. Il faudrait aussi prendre en charge son entourage. Il faudrait que son mari participe à sa durée de soins. Il faudrait que sa famille soit présente avec elle. Pour un soutien moral. Pour un soutien moral. Et il faudrait une volonté aussi. Il faudrait qu'elle ait une volonté. Il ne faut pas qu'elle s'abat et elle se laisse aller. Il faudrait qu'elle commence les soins et nous souhaitons que cette patiente commencera les soins le plus tôt possible et commencer selon l'avis du médecin. Je vous remercie, madame. On va revenir au débat, justement. Chers téléspectateurs, on va s'arrêter avec ce VTR, couverture de la journée médicale qui a eu lieu lundi dernier, justement, à l'école paramédicale, pour sensibiliser justement, de cette maladie. On reviendra juste après. Nos activités s'étendent jusqu'à la fin du mois. Le but de ces manifestations, ce sont la prévention, la sensibilisation, le dépistage massif et précoce du cancer du sein, parce qu'on ne sait que le cancer le plus répandu, c'est le cancer du sein. Malheureusement, dans certaines zones éparses, des zones d'ombre, des zones déshéritées, ce type de déclaration chez nos femmes reste un tabou. C'est pour cela qu'on va organiser des diligences vers ces régions, les zones éparses, les zones d'ombre, dans toute notre wilaya pour atteindre la plus grande partie de notre population. Pourquoi? Pour arriver à la sensibilisation en premier lieu et le dépistage massif et précoce. J'ai présenté une communication pour montrer à l'auditoire qu'on est au stade
on est toujours encore de stade de sensibilisation, parce que la sensibilisation n'a pas atteint son objectif totalement, parce que quand on voit le nombre et la proportion de femmes examinées par rapport à la survie post-interventionnelle, on trouve qu'elle est importante. Il faut attaquer les zones semi-rurales, parce que la zone rurale, pratiquement, elle a disparu. Donc les zones semi-rurales, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de consulter à proximité. Donc la zone urbaine, elle est riche. La femme, elle peut consulter chez la sage-femme ou le médecin généraliste ou le médecin spécialiste préférentiel. Voilà, donc j'ai insisté sur la sensibilisation parce qu'elle a un rôle très important dans la lutte contre le cancer du sein. C'est un cancer qui ne donne pas beaucoup de temps. Malgré la prise en charge, actuellement, on a les moyens, alhamdoulilah, qu'il y ait l'hormonothérapie, qu'il y ait l'intervention, qu'il y ait la radiothérapie, toutes les interventions concernant la prise en charge. Mais il y a toujours le diagnostic qui pose un problème parce que parfois il est tardif. Puisqu'on parle de cet octobre rose, c'est une occasion de parler justement de la prévention dans notre vie en tant que style de vie, nutrition, notre nutrition, les facteurs de risque qui mènent à ce cancer. Donc bien avant, il faut se protéger, il faut, on va dire, avoir un style de vie. Et c'est là mon objectif, le coaching de santé qui est pratiqué. Qui est pratiqué au centre anti-cancer, à travers aussi des activités qu'ils font à l'intérieur pour ne pas réfléchir, pour ne pas avoir d'autres stress et avoir d'autres métastases. C'est notre objectif, Inch'Allah. C'est après les séances de chimiothérapie, à partir de 17h, on intervient et les dames, au lieu de réfléchir, avoir ce qu'on appelle ce discours intérieur négatif, on essaie un petit peu de relever et elles font des activités, elles font du dessin. Celles qui cousent, elles font des petites choses. Donc c'est ce que je vais montrer. Et l'objectif dans tout ça, puisque notre pays, bien sûr, dans tous les centres anti-cancer, c'est gratuit, les séances de chimio, de radiothérapie. Donc on essaye de dire à ces dames, prenez soin de votre santé. Journée scientifique pour la sensibilisation sur le cancer de sein et la nécessité de dépistage précoce من أجل توعية المرأة بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي من أجل تفادي المضاعفات والعلاج المبكر. هذه الأيام تحسيسية التي تنظمها مديرية الصحة بالتعاون مع عديد الشركاء والعديد المؤسسات الاستشفائية. أكتوبر الوردي يساعدنا أننا نواجه هذا المرض، نوعوا النساء للكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. Donc voilà, comme nous avons vu sur cet enregistrement, justement la journée médicale qui a eu lieu lundi dernier, on a vu pas mal de staff du médical et paramédical, des chirurgiens, des sages-femmes et tout ça, assister à cette journée. Justement, le but de sensibiliser dans ce domaine et surtout quand on a vu le coach justement, Madame Belhandouz, qui accompagne sur le plan psychologique. Elle a dit justement à partir de 17h, à la fin de la séance de chimio, déjà on sait que la femme, elle est fatiguée, un petit peu démoralisée, loin de sa famille, souvent loin de sa famille. Alors, comment vous pouvez intervenir justement comme association dans ce domaine? Alors, nous accompagnons les malades dès le début de la pathologie, dès la déclaration de la maladie. On accompagne la malade du point de vue psychologique, dans l'immédiat. On ne peut pas attendre à 17h pour dire à la malade, viens, on va faire des séances de psychothérapie. On fait des psychothérapies individuelles et des psychothérapies de groupe. Pourquoi des psychothérapies de groupe? Cette patiente qui est débutante dans la maladie, quand elle voit des anciens malades qui sont là avec un grand sourire, optimistes, voilà. Elles sont motivées, elles sont actives. Donc elle se dit pourquoi moi je suis comme ça, je vais vivre. On leur donne un espoir de vie. Exactement. Et cet espoir-là, c'est un pas dans la guérison. C'est un premier pas dans la guérison. Donc, on doit l'accompagner sur le plan médical, sur le plan psychologique et sur le plan social.
Parce que la plupart des femmes sont démunies. Elles n'arrivent pas à payer pas le traitement c'est gratuit. C'est les bilans, l'anapathe, l'ostéodosimétrie, l'ostéosynthèse. Le suivi de manière générale, on va dire que ça rentre dans le traitement, c'est-à-dire que pour savoir la dose ou l'accompagnement médical qui devrait se faire, il va falloir aussi faire des tests, des analyses et tout ce qui en suit. Il faudrait d'abord l'anapathe, il ne faudrait pas refaire l'anapathe, il faudrait rechercher les HER, oui. H2R. Donc il faut chercher les H2R pour aboutir à une thérapie. Ensuite, il faut un suivi. Si l'on parle par exemple du CAC de Béchar, on reçoit des personnes de différentes wilayas qui viennent de loin. Donc déjà, sur le plan financier, les familles qui viennent pour accompagner leurs malades, vous les prenez en charge ou alors c'est juste les malades? Les malades sont pris en charge. Du point de vue hébergement, parce qu'il y a les services de thérapie de jour. Ah oui. Comme le service oncologie. Le service oncologie prend toutes les malades, tous les services oncologie prennent leurs malades. Donc tous les hôpitaux prennent leurs malades. Une malade qui vient d'Alger, par exemple, elle a suivi sa chimiothérapie à Alger. Elle ne vient que pour la radiothérapie. Donc pendant cette période-là, elle est prise en charge à l'hébergement, soit au CAC, soit dans l'association Al-Fajr. Donc l'hébergement qui est assuré, le transport est assuré, la restauration est assurée, et pour d'autres soins que les bilans sont assurés, en principe c'est la gratuité, certains examens, certains radios qui sont... Les malades ne peuvent pas attendre, elles ne peuvent pas attendre son rendez-vous, elle va le faire en privé. Et bien sûr, il y a d'autres examens qu'on n'a pas à Béchar, comme la scintigraphie. Et pas à Béchar, donc elle se déplace vers Oran, Bel Abbès, Tlemcen, pour faire sa scintigraphie. Nous souhaitons qu'un jour à Béchar, ce service s'ouvrira. D'abord, Inch'Allah, on l'espère, on reste optimiste. Et on évitera ce déplacement pour ces femmes-là. Justement, là, on parle de malades de différentes wilayas. Est-ce que vous collaborez entre associations, mouvements associatifs? Donc, je sais déjà que vous êtes membre du bureau national de votre association Al-Fajr, mais est-ce que vous collaborez entre associations déjà? Oui. Parce qu'il y a pas mal d'associations à caractère caritatif qui optent dans ce domaine. Oui, bien sûr, nous travaillons avec toutes les associations. Par exemple, je travaille avec toutes les associations Al-Fajr. Parce que le bureau est connu, le numéro de téléphone est connu et tout le monde appelle. Nous travaillons avec la population. Dès que notre numéro est affiché au niveau du centre de radiothérapie, tout le monde appelle et nous avons reçu des femmes de Tlemcen sans association. C'est la patiente qui a appelé. Nous l'avons aidée dans sa radiothérapie parce qu'elle vient de loin, ne connaît pas la région. Elle n'a pas les moyens pour payer, donc elle vient peut-être sans argent, peut-être une quantité insuffisante. Et dès que le médecin lui demande d'autres examens pour pouvoir accéder à ces soins, à la radiothérapie, il lui faut des bilans nouveaux. Il demande un nouveau bilan, un nouveau scanner, une nouvelle IRM. Et pour cela, il faudrait qu'au lieu de retourner sur Tlemcen et la faire, on l'aide pour qu'elle la fasse sur Béchar. La tranche la plus touchée à Béchar, justement, au CAC, on trouve quelle tranche d'âge le nombre de plus élevé? Tout âge. Je sais, tout âge confondu. En principe, l'âge moyen, des femmes de 30 ans, 40 ans, à peu près, 30, 40, 50, ce sont les femmes les plus touchées. Nous avons bien sûr quelques femmes âgées, mais nous avons des femmes à partir de 25 ans, 30 ans et plus. Alors, comme prévention, quel serait votre conseil justement par rapport aux personnes qui ne se font pas dépister, ou alors qui savent l'importance du dépistage mais qui ne le font pas? D'abord, il faut sensibiliser. La sensibilisation est la première des choses. Il faut dépister, il faut organiser des journées. On n'attend pas, la femme ne vient pas frapper à la porte, c'est sûr. Il faudrait qu'on se déplace pour aller voir les femmes. Des fois, on fait des journées dans des
même dans des mariages. Nous avons fait des journées de sensibilisation dans des mariages. Je me rappelle très bien, on était en déplacement avec les malades. C'est des sorties des malades qu'on organise. Et nous avons organisé une journée sur Igli. Et il y avait un mariage. Nous sommes rentrés dans ce mariage-là. Les patientes, elles se sont défoulées. Et nous avons pris le micro pour faire une sensibilisation au mariage. La sensibilisation doit se faire partout. Là où on doit essayer de sensibiliser les gens. Surtout celles qui ne veulent pas et qui n'acceptent pas de se faire examiner. Et certaines n'acceptent pas même de se faire soigner. C'est là le drame justement avec cette maladie, c'est que les gens ont du mal à la digérer. Souvent, on reste pessimiste face au cancer. Quand on entend déjà le terme, il y en a qui ne veulent même pas prononcer le mot. Je suis atteinte de la maladie, qui ne veulent même pas dire le mot. Ce refus, est-ce qu'il aide dans la guérison? Non, pas du tout. Surtout, parfois elles sont mal vues. La pauvre. Et la patiente, ce sentiment de pitié qui fait mal au cœur. C'est le sentiment de pitié. Certaines ne veulent même pas annoncer qu'elles ont cette maladie. J'ai connu des femmes qui n'ont même pas dit à leur mari que nous sommes atteintes de cancer. Ensuite, quand son mari apprend, ses enfants ne savent pas du tout qu'elle est atteinte. C'est son absence de la maison, qui fait apprendre, qui fait raisonner à tout le monde, à son entourage plutôt, qu'elle est en train de se faire soigner. De quoi? Ça reste toujours un point d'interrogation. Et c'est pour cela que tous, enfants, maris, familles, associations, tous nous devons accompagner cette personne-là pour l'aider à sortir de ce... Surtout les plus fragiles, parce que quand même les personnalités, ça change d'une personne à une autre. Il y en a qui sont plus fortes et qui justement lancent le combat contre cette maladie, qui réussissent à la fin, parce que c'est plus moral que physique finalement. C'est quand on est vraiment décidé à s'en sortir qu'on s'en sort. Mais les plus fragiles, elles ont vraiment besoin d'accompagnement, de sensibilisation, de soutien familial surtout. Et du mari en particulier, surtout pour le sein, parce qu'on sait que la femme, quand même, c'est un membre de sa féminité et elle prend très très mal le fait que voilà, elle doit s'en débarrasser. C'est pas évident, voilà. Il y a son sein, il y a sa chevelure, il y a son physique. Des fois, elle perd du poids. Et elles ne sont pas satisfaites de cette perte de poids. Donc certaines femmes n'acceptent pas du tout de se faire soigner, n'acceptent pas du tout de déclarer leur maladie. Et elles vivent dans un silence, et ce silence n'est pas bon pour la guérison. Ce silence-là doit être cassé. On doit casser ce silence. Il faudrait qu'elle sorte, qu'elle discute, qu'elle se fasse soigner. Donc le plus important, c'est d'accompagner ces personnes-là qui sont retirées. On les voit, elles sont retirées, elles ont honte de déclarer leur maladie. Et cette hantise les bloque. Donc, nous devons tous lutter contre ce fléau. C'est un fléau. Exactement. Moi, je dirais que c'est un fléau qu'on doit combattre. Que ce soit la honte ou la peur aussi. Il faut rester justement, avoir la foi, déjà en premier lieu, s'attacher à la vie en deuxième lieu, et puis se dire que c'est une maladie comme tant d'autres. Il y a un traitement à suivre. Ce n'est pas une condamnation à mort. On a vu pas mal de personnes s'en sortir après 20 ans, 10 ans, 25 ans. Et voilà, il avait continué. Il faut rester justement optimiste. Et même plus, il y a des gens qui vivent actuellement, c'est pas le déluge, la maladie se soigne. Exactement. Et c'est surtout c'est un laps de temps.
Je vous remercie, Madame Viara, pour toutes ces informations. Nous avons été ravis de vous recevoir et de discuter justement de ce sujet avec votre couleur en rose. Octobre le rose, nous restons optimistes et nous allons nous arrêter avec cette pause musicale pour revenir et continuer notre émission. Restez avec nous. Koranji de la localité de Tebelbala, un style traditionnel de la région. Et là, en continuant notre débat justement, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés le directeur de l'hydraulique, Monsieur Allal Khadim. Bonjour monsieur et bienvenue parmi nous. Bonjour madame. Justement, c'est pour parler du remplissage du barrage de Jorf Torba qui était asséché pendant longtemps. Alors, après les dernières chutes de pluie qui se sont abattues justement sur la région de Béchar septembre dernier, on a entendu dire qu'il a été rempli à 100% après tant d'années. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ce remplissage, comment il a été attendu par la direction de l'hydraulique et comment il sera utilisé justement? Merci madame pour cette séance, pour éclaircissement des données pour le remplissage, sur le remplissage du barrage de Jorf Torba qui a été chissé depuis juillet 2022. Après la chasseresse et aussi les travaux illégaux qui ont été réalisés sur l'autre rive des frontières pour ne pas permettre d'écouler aucune goutte d'eau pour remplir et le remplissage du barrage de Torba. Après les crues et la pluie du 7 et 8 et 9 septembre 2024, notre barrage, notre bijou, a été rempli totalement à 100% avec une quantité de 247 millions et une quantité diversifiée vers Oued Sewra allant vers 1 milliard 82 millions de mètres cubes. C'est une quantité très importante. Très importante, justement. On a souffert de cette sécheresse du barrage sur tous les niveaux. En matière d'AOPI, on a manqué l'eau pour les 5 communes, les 5 villes. C'est Béchar, Qnad-Sal, Badla, Masra Hawari, Boumediene et Arik Farraj, avec les autres agglomérations telles que Jorf el-Barda, Mennounet et Omadrabine. Malgré que l'État algérien a anticipé et a réalisé un transfert à partir de 2018, un transfert de Boussir pour alimenter Béchar avec une quantité de 30 000 mètres cubes jour et le transfert de Mennounet pour alimenter la daïra de Badla. Sur le plan agriculture, on a manqué l'eau sur la plaine du Badla à partir du fin 2020. Sur le plan biodiversité, aussi que diversité environnementale, on a manqué aussi les visites des oiseaux. Des oiseaux migrants, justement. Des oiseaux migrantes. Et on a un risque de perdre notre animal, la loutre, qui trouve toujours son milieu favorable au niveau du barrage Jorf Torba. Justement, les dernières précipitations, importantes précipitations, ont fait couler les rivières, les oueds, remplir les lacs, l'eau souterraine. Donc, pas mal
on va dire, dans le cadre de la biodiversité justement, animaux et plantes aussi, ont survécu à la sécheresse qui a tapé quand même la région pendant plus de 15 ans. Il n'y a pas eu de pluie depuis un bon moment quand même. C'est-à-dire importante pluie, mis à part les quelques averses qui venaient de temps en temps et qui ne contribuaient pas justement à préserver cette verdure qu'on avait l'habitude de voir autrefois chaque mois de septembre quand il y avait des chutes de pluie. Et justement pour les amateurs de truffes, de randonnées qui trouvaient leur plaisir. Maintenant pour cette eau qui a fait remplir le barrage à partir de crues, elle passe par des oueds et tout ça. Est-ce qu'il y a eu une politique justement pour la préserver? Est-ce qu'il y a eu des projets de digues? Est-ce qu'il y a eu des projets justement pour cultiver justement cette eau sur place? On a entendu dire qu'il y avait des poissons qui ont été lancés justement pour détruire les larves de moustiques justement pour éviter. Mais dans ce sens, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu d'autres projets? Il y a un projet très important, c'est l'étude pour la réalisation d'un barrage de Khneg au niveau de la commune d'Igli, à la wilaya de Bni Abbas. Là, c'est le point de départ de Oued Saoura. Où se joint Zouzfana justement à Guir. Pour préserver cette quantité qui est très importante pour l'écosystème et le système oisien de la Oued Saoura qui a souffert péniblement pour cette période car de sécheresse qu'a vécu justement la région. Oui, notamment parce que les nappes souterraines et les nappes alluvionnaires sont toujours alimentées par les crues de Oued Saoura, notamment c'est pour Oued Zouzfana et Oued Guir. On a un taux de salinité qui est très élevé. Exactement. Pour ces dernières années. Donc, c'est un système qui était en danger. C'est pour cela l'État algérien a programmé la réalisation d'un barrage de Khneg sur les deux oueds, de Oued Zouzfana et Oued Guir, pour conserver et préserver cette quantité très importante pour un tout. Ce n'est pas notamment pour l'agriculture et pour l'alimentation en eau potable, sachant que pour la ville de Béchar, Knetsa et Abadla, on a entamé les travaux de réalisation d'un deuxième transfert qui alimente la population avec une quantité de 80 000 mètres cubes jour, sera, Inch'Allah, mise en service fin novembre 2024. Inch'Allah. Je reviendrai vers vous, monsieur cher invité. Donc, nous allons nous arrêter un petit moment avec ce VTR sur le remplissage du barrage et nous reviendrons juste après. Fini le problème d'approvisionnement de l'eau potable pour les communes de Knata, Béchar et Abadla. Les précipitations climatiques qu'a connues la wilaya de Béchar le 7, 8 et 9 jusqu'au 10 septembre dernier ont été à l'origine du remplissage total du barrage de Djorf Torba. Il a atteint un volume de remplissage de plus de 247 millions de mètres cubes, soit un nouvel apport de 107 millions de mètres cubes. Cette quantité d'eau suffira à la population pendant 3 ans. Cependant, ce barrage sera destiné à son rôle initial, qui est l'irrigation de la plaine d'Abadla. Nous sommes très contents du remplissage de ce barrage. Dieu merci.
J'ai jamais vu ce barrage rempli à ce niveau. C'est une très bonne nouvelle pour nous, après de très longues années de sécheresse. Ce remplissage record n'a pas été enregistré depuis plus de 50 ans, à cause de la sécheresse qu'a connue la région. Cependant, des mesures de sécurité ont été prises pour sécuriser l'infrastructure de ce retenu contre la problématique de son envasement. Le niveau d'eau a augmenté de plus de 2,8%, ce qui nous a incité à ouvrir les vannes par mesure de sécurité. Ces quantités d'eau permettra l'apport d'eau dans les champs aquatiques tels que le Menounet ou celui de Oued Saoura. Une véritable aubaine, non seulement pour les amoureux de la pêche continentale, mais aussi pour les agriculteurs de la région, notamment ceux de la plaine d'Ubadla, qui s'étend sur 5400 hectares. Une superficie sera sans doute irriguée, entraînera une véritable relance du secteur agricole de la région. Et voilà, donc c'était un reportage réalisé par notre collègue Ayman Hanafi et interprété par notre collègue Jawida Bab Ahmed. Je reviens vers vous, monsieur Allel Khadim, directeur de l'hydraulique justement, pour parler encore de barrages où nous avons vu justement sur le VTR le remplissage qui a vraiment franchi carrément les aires de repos qui étaient réalisées à l'époque. Nous parlons toujours de 247 000 millions de mètres cubes, alors que nous sachons que la capacité justement du barrage dépasse les 360 millions de mètres cubes. Cette différence, elle est due à quoi ? Cette différence, c'est dû à l'envasement, parce que le taux d'envasement du barrage est très important, sachant qu'il y a, on a plus des arbres et des digues pour ralentir les envasements. Donc on a un taux d'envasement très important. On a commencé une opération d'envasement pendant mars 2020, mais la quantité qui a été conservée pour la population, on n'a pas pu entamer cette opération qui sera, Inch'Allah, reprendre. On va reprendre cette opération pour le dévasement de ce barrage pour avoir la quantité initiale, c'est 360 millions de mètres cubes. Inch'Allah. Pour revenir justement à l'utilisation et la bonne gestion de l'eau potable, est-ce que l'eau du barrage, sachant que pendant un moment elle a été destinée à l'agriculture, à l'irrigation en particulier, est-ce qu'elle va être destinée aussi à l'eau potable pour renforcer justement l'alimentation des communes justement de Kenadza et Béchar en particulier? Pour le moment, on utilise l'eau de barrage pour l'alimentation en eau potable pour la ville de Kenadza et de Béchar. Pour avoir une distribution quotidienne, surtout pour la ville de Béchar et de Kenadza, notamment pour la ville de Ubadla et Msrah Houari Boumedine et Arik Farraj. Mais dès que la mise en service du deuxième transfert, le Gatrani, qui va nous permettre à une alimentation en eau potable régulière et quotidienne pour toutes les villes, le barrage se redirigera vers son but, son initiale vocation, on va dire, qui est l'irrigation et l'industrie justement. Vocation, c'est d'irriguer la plaine
de Badla qui s'étale sur plus de 5000 hectares. Oui, c'est 5800 hectares qui a souffert depuis la fin 2022. Les agriculteurs ont aussi souffert de cette situation très pénible. Et Inch'Allah. Et même les animaux, il ne faut pas oublier que les animaux en ont souffert aussi, surtout avec l'assèchement du barrage où il vivait pas mal d'animaux et d'oiseaux migrants justement. Oui, justement. C'est un système qui a été perturbé par cette situation qui était due au changement climatique et aussi sur d'autres causes. Où le facteur humain joue un grand rôle, justement. Les constructions illégales, comme j'ai dit avant. Si l'on revient justement à l'utilisation de cette eau dans la préservation justement de... Vous avez parlé tout à l'heure de la huître, justement. Préservation de notre patrimoine, on va dire les animaux rares surtout. Est-ce que vous avez pensé à utiliser par exemple des constructions pour ces animaux, pour épargner justement que ça sèche à 100%? Est-ce qu'il y a un projet avec des associations, avec des mouvements associatifs, dans le cadre de justement préservation de cette richesse animale? On a entamé de préparer des fiches techniques pour réalisation des digues et des avant-digues, notamment pour préserver ces animaux. Très bien. Et les préserver dans notre nation. Parce que, vu la sécheresse, ils sont émigrés vers quelques endroits où l'on n'arrive pas à retrouver la trace justement qu'on trouvait autrefois. Mais pour la loutre, c'est notre patrimoine. Oui. C'est notre patrimoine, c'est un animal qui trouve son milieu favorable sur le site de barrage Jorf Tourba uniquement dans l'Algérie. Alors si l'on parle du lac justement de Jorf Tourba, il s'étale sur combien de kilomètres? Une centaine de kilomètres? Ça fait beau quand on le voit comme ça bien rempli de loin. C'est plus de 175 km². C'est une étendue très vaste. Justement, à l'époque du du défunt président Walid Boumediene, c'était le plus grand barrage justement de l'Algérie. D'Afrique. Actuellement, il est classé 3e de l'Algérie. De l'Algérie. C'est un barrage très important. Reste dans l'histoire de l'Algérie parce qu'il était réalisé en 1969. C'est parmi les bijoux de l'Algérie. Eh ben, merci. Je tiens à vous remercier, Monsieur Khadim Allal, directeur de l'hydraulique de la wilaya de Béchar, qui était avec nous en direct dans ce plateau de Bonjour d'Algérie. Je vous laisse vous reposer, chers téléspectateurs, avec cette chanson du groupe El Ferda et nous reviendrons pour rejoindre notre troisième invité. Restez avec nous. زيارة النبي المصطفى مرضي طوال وعيت من التخمام وجمر مهجتي زلافة ليها في خاطري هذاك من عام مو حال يا اهلي نتعافى حتى نزور سيد العرب والعجام المجد جد الشرافة أمضرا ساعدنا شي ايام زيارة النبي المصطفى منظرات ساعدنا شي ايام زيارة النبي المصطفى
درا زماني يرضى ويام نيتي بياضو نخدع إلى سميح الروضة وندير القليب غرادو عندي 4 زين النوضة مكتوب محتفل في نواضو ويدا ينوض ما يحكم فيه اللجام خفيف قلب الرفرافة نخفت ونعاند بيه العلام للدار نسبقو بمسافة منظرات ساعد العشيرية زيارة النبي المصطفى مقرا نحج ونعقب زيارة الشريف العربي كيف مقامه ونغرب ونزور نفجا من دنبي رسولنا شفيع مقرب زيارته تسكن قلبي إذا وصلت نشكيله بالآثام عندي حقا نتعافى نبرا نفضايل جيتامو سيد الأمة بحر الوفا منظرات ساعد العشيرية زيارة النبي المصطفى مقرا نقبل نمشي للهاشم سميح الشوشة نفضى إلى بلاد القرشي زيارة همومي تفجا عندي 4 رايس هبشي مكتوب عازم مع الرمشة مكتوب زين كيف بغاه النظام عزتو طالوا بكلافة صبر عليه 6 شهور بعد العام مشاق بيه بلاد مخافة منظرات ساعد العشيرية زيارة النبي المصطفى مقرا كمل ظني من لا تخيب فيها الظنة نمشي على زرق متعني دماء حدير ما يتهنى وكنزور قرة عيني وفاطمة عريس الجنة عليه الصلاة وعليه السلام سيدنا سيد الأمم والخلفاء داخلين ملة سيد الإسلام سيدنا الحافظين والولافة عليه الصلاة عليه السلام سيدنا سيد الأمم والخلفاء وداخلين ملة سيد الإسلام سيدنا الحافظين والولافة عليه الصلاة وعليه السلام سيدنا سيد الأمم والخلفاء داخلين ملة سيد الإسلام سيدنا الحافظين والولافة
سيدنا داخل الملك سيد الإسلام سيدنا Et voilà de la bonne musique, l'un de mes troupes préférées. J'espère que vous avez apprécié cette musique du groupe El Ferda. Donc, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés M. Razli Abdelkader, prof universitaire, enseignant à l'université, et qui s'occupe justement des projets de start-up et de l'intelligence artificielle. Bonjour monsieur et merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, merci pour l'invitation et la bienvenue pour vous, chers spectateurs. C'est moi qui vous remercie d'avoir répondu présent. Justement, nous allons parler de la création des startups. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on définisse le mot startup et quelle est la différence entre startup et entreprise ou alors petite entreprise. Donc oui, d'abord, avant de parler, de discuter la définition d'une startup, d'abord, tous vous savez que l'université, donc après on cherche de faire deux objectifs de base qui sont l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Mais si on fait la recherche pour faire de la recherche, si cette recherche ou ce développement n'a pas de retombées sur notre société, donc ça c'est un problème. Donc pour cette raison, il y avait avant 2 ans une nouvelle vision du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, surtout avec l'apparition du décret 275, donc qui a encouragé vraiment les enseignants et les étudiants pour faire des projets de fin d'études start-up aux projets de fin d'études brevets. Donc ça, c'est qui a peut-être encouragé tous les gens, même les enseignants, à ne pas lancer leur start-up, surtout s'il y a de la formation, il y a de l'encouragement, il y a aussi tous les milieux nécessaires pour développer les start-up. Donc maintenant, le troisième volet de l'université, c'est l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat de les universités, c'était beaucoup plus avant. L'université de Béchar a démarré avec une équipe de développer, de faire de formation même internationale. Ici à l'université de Béchar, et plusieurs étudiants sont bénéficiés de ces formations, qui ont bénéficié des visites ministérielles à la Chine et en France maintenant. Il y a 2 projets qui sont déjà formés à la maison de l'entrepreneuriat de Béchar depuis qu'il a lancé ses formations depuis 2014. Mais maintenant, on discute de la nouvelle tendance de l'université, c'est de former des étudiants porteurs de projets. Et au lieu de laisser ces idées et ces développements au tiroir des bibliothèques, pourquoi à ne pas les exploiter ailleurs. Donc faire la recherche pour faire la recherche, développer des solutions, donc ça n'a pas de sens si la société vraiment n'a pas bénéficié de ces solutions. Donc pour cette raison-là, surtout j'ai dit avec l'apparition de la décision ministérielle de 75 qui encourage les étudiants de se regrouper de plusieurs facultés, de plusieurs disciplines. Donc on peut avoir un étudiant informatique avec un étudiant de la sociologie, avec un étudiant du droit. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a reçu un coup d'appel du ministère des startups, qu'on a reçu un deuxième start-up, c'est juste aujourd'hui, de la faculté, c'est la deuxième start-up de la faculté des droits. Donc même un étudiant de droit, il faut avoir un start-up. Donc un start-up, c'est une nouvelle, la définition d'une start-up, on peut dire que c'est une nouvelle entreprise, c'est une entreprise qui vient d'être démarrée, mais elle a peut-être 2 caractéristiques principales qui sont l'innovation, donc une start-up elle est basée sur l'innovation, donc ça c'est le caractère important de l'innovation, et aussi elle a un fort potentiel de croissance, ça veut dire start, et ça, le app. Donc après 2, 3 ans ou bien 4 ans, donc cette entreprise va peut-être générer des bénéfices du taux exponentiel. Donc une petite entreprise ou bien une entreprise normale ou bien qui n'est pas une start-up, donc peut-être elle n'a pas ou elle ne contient pas un produit qui est innovant, donc il n'y a pas de l'innovation, ça veut dire dans le service ou bien dans le produit même. Ainsi qu'elle n'a pas cette forte croissance de développement. Donc c'est 2 critères déterminants pour pouvoir déterminer un start-up. Ça c'est techniquement, mais juridiquement aussi on parle, parce que cette entreprise jeune, il faut qu'elle décroche ce qu'on appelle un label
start-up. Alors déjà, comment peut-on avoir ce label justement? Un jeune étudiant qui arrive, qui a une idée, comment peut-il bénéficier de ce label? Oui, donc pour avoir un label start-up, c'est pas juste pour les étudiants de l'université, même ailleurs, l'incubateur peut aider, et aussi on a le CATI, c'est le centre d'appui sur la technologie, donc qui aide les jeunes chercheurs de protéger leurs idées au niveau de l'INAPI, l'Institut national de la protection intellectuelle. Donc même s'il y a des gens qui ont des idées, ils peuvent pour pouvoir, ça veut dire bénéficier de ces formations. Donc pour lancer un système de start-up, donc avant ça, ça veut dire c'est dans tout le monde, dans le monde entier. Donc le développement des pays se fait par le développement des start-up. Donc c'est les start-up. Si on ou bien un pourcentage de ces entreprises, c'est ça qui va créer la richesse et le développement, surtout beaucoup plus quand on parle de la technologie. Donc il faut créer tout de ce qu'on appelle un écosystème. Donc un écosystème, on a la recherche scientifique, on a le développement, on a l'encadrement, mais on n'a pas l'esprit entrepreneurial. Donc c'est ça qui a été nouveau ajouté dans l'université. Donc pour pouvoir créer ceci, ainsi que le financement, donc pour pouvoir créer ceci, donc, le ministère a commencé d'abord pour créer ce qu'on appelle l'incubateur. Donc l'incubateur, c'est l'une des structures très importantes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il y avait, son nom c'était avant la maison de l'entrepreneuriat, Dar al-Muqawalatiya, mais avec la nouvelle tendance du ministère, donc ça a changé pour créer ce qu'on appelle un incubateur. Le bleu, c'est le bureau de liaison entreprise. Donc c'est très important pour les étudiants. Le bleu fait des cafés d'affaires dans l'université, invite des cadres des sociétés pour expliquer beaucoup de choses pour les étudiants, comment créer son registre commerce, comment déclarer les impôts, comment la fiscalité, tous ces trucs-là. Aussi, il invite des investisseurs pour partager leurs connaissances et leur expérience avec nos étudiants. Donc ça, c'est la deuxième structure sur le bleu. Aussi sur le CATI, donc qui aide les étudiants comment créer un brevet, créer la propriété intellectuelle, et ainsi de suite. Et aussi, on a le CDE, donc c'est le centre de développement entrepreneurial qui maintenant à ce moment fait beaucoup de formations pour des étudiants qui ont même compléter leurs études. Donc l'université, ça veut dire qu'ils vont même les étudiants à la compagnie, même les étudiants qui ont terminé leurs études pour donner la chance de même le financement, parce que le CDE, après avoir formé ses étudiants, il peut aider tous ces étudiants pour avoir un financement. Donc ça, c'est l'écosystème. Avoir un incubateur, avoir un CDE, avoir un CATI, IM bleu. Et aussi, on ajoute à ça la maison de l'intelligence artificielle. C'est aussi peut aider ou d'accompagner les jeunes chercheurs qui ont des idées technologiques innovantes. Quand on parle de l'innovation, maintenant, c'est l'intelligence artificielle a bouleversé tous les secteurs. Donc pourquoi pas utiliser ce concept fort pour développer des entreprises innovantes. Donc ça, c'est l'écosystème qui a été créé dans l'université. Donc ce écosystème, bien sûr, a encouragé les jeunes étudiants ainsi que les enseignants pour engager dans ce qu'on appelle des projets 275, des projets de fin d'études qui ont de nature start-up ou bien un brevet. Qu'est-ce qui a fait justement que cette idée, ce concept naisse ces dernières années? Est-ce que c'est la mondialisation? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Parce que j'ai l'impression que c'est relié un petit peu à cette modernisation qui a connu la vie commune de manière générale. Peut-être il y a deux ou trois choses. Donc la première des choses, c'est une vie on ne parle pas du ministère, mais aussi ça veut dire du pays. D'avoir créé un ministère spécialement pour les startups,
Donc c'est pas comme ça. C'est pas aléatoire, voilà. C'est pas aléatoire. Exactement. Et ça veut dire que même, on a bien dit que tous les pays développés, les développeurs, quand on parle de Microsoft, les sociétés, les grands géants de l'informatique aujourd'hui, ils étaient des petites startups, ils étaient des petites entreprises. Mais avec le temps et avec le taux de croissance élevé, donc ils sont devenus des big startups, le big company. C'est justement le modèle du e-commerce. C'est des petits investissements à moindre coût par rapport aux grands investissements et qui ont fait leurs preuves justement sur le terrain, qui ont été justement appréciés par la population. On va ajouter à ça aussi la période Covid qui a ouvert la porte devant des créateurs de nouvelles idées et tout ça. Donc ça, d'abord, il faut que ça soit... Donc on a bien dit que l'État a eu une vision pour créer ce type d'entreprise innovante ou bien petites entreprises. Bien sûr, ça, ce n'est pas suffisant. Aussi, on a bien dit que notre ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a orienté les projets de fin d'études pour créer ce qu'on appelle des startups ou bien des brevets d'invention. Même les brevets d'invention peuvent être utilisés pour créer des idées innovantes qui vont être créer des produits innovants qui vont être à la base pour lancer une start-up. Donc ça, c'est l'écosystème. Donc il y a l'État, il y a l'université, et aussi, quand vous avez parlé de la période Covid, donc là où il y avait ça veut dire donc il y avait des restrictions partout, tout était fermé, oui. Donc il faut chercher, c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est, on veut donner une définition de l'innovation, c'est de chercher une solution pour un problème réel. Et ça veut dire quelqu'un qui est innovant, donc il est toujours il va chercher le besoin de voir les problèmes qui font souffrir de la population. Tout à fait. Chercher le besoin là où il est, en grand buzz d'ailleurs. En grand buzz. Après ça, il va développer une solution et cette solution, ça sera l'innovation. Parce que même, on peut ajouter que la start-up, ça veut dire... la start-up, pourquoi elle fait cette croissance potentielle? Parce qu'il y a une forte demande de son produit ou de ses services. La période Covid, par exemple, toutes les idées de livraison des produits, où là, il y a pas mal de gens par exemple, la livraison. À la période Covid, il y avait pas mal de personnes âgées ou des personnes qui avaient peur d'aller justement à la supérette ou au magasin du coin, du quartier, pour ramener leurs besoins, justement leurs courses. Et voilà, il y a une personne, on va dire intelligente, super intelligente, qui a vu le besoin. Et elle a profité dessus, justement, en créant des allo-livraisons, des machins, des petites entreprises comme ça. Donc avant la période Covid, si on a posé la question à n'importe quelle personne, les mutafaïl, est-ce que vous pouvez imaginer que vous achetez des marchandises en ligne via une application après 3 mois? Pas du tout évident. Pas du tout, on va dire non. Mais ça veut dire que le problème, il était vraiment choquant et touchant pour les clients. Donc c'est ça. Donc une idée innovante ou bien une personne innovante, il va toucher quelque chose ou un point qui va vraiment toucher ses clients. C'est pour cela qu'il va avoir beaucoup de clients, donc automatiquement beaucoup de bénéfices, automatiquement cette entreprise va créer beaucoup de richesses. Le e-payment aussi a contribué justement parce qu'auparavant on connaissait que les gens avaient peur d'utiliser des applications pour justement toucher à leur compte, que ce soit CCP ou bancaire ou autre. Avec Covid, les malheurs des uns font le bonheur des autres, a justement encouragé les gens à utiliser ce genre d'application pour paiement de factures, que ce soit pour sonner le gaz ou téléphone ou ligne téléphonique ou autre. Et à partir de là, cette confiance s'est établie justement par rapport aux consommateurs. Et elle s'est étalée sur les projets justement de paiement en ligne de toutes sortes, que ce soit achat en ligne ou... Oui. Donc ça c'est très important. On a dit qu'il aura un écosystème. Donc on a parlé de l'État, on a parlé du ministère
Et même aussi le CDE va faire aussi, le CDE il travaille avec l'ANAD, c'est l'ancien ONSEJ, pour pouvoir ou là pour étudier, ça veut dire la faisabilité de financer ces petites ou la bien micro-entreprises, des PME, donc c'est des petites entreprises. Donc le financement aussi, c'est quelque chose qui est très important. Donc c'est un écosystème. Si on parle aussi de techniquement, donc aussi, il y avait pas mal des journées d'études des spécialistes de la télécommunication. Même l'année passée, on a fait une journée à l'université justement pour l'e-payment. Donc l'e-payment parce qu'il y a une forte demande pour pouvoir satisfaire les besoins surtout des étudiants ou bien les porteurs de projets. Donc comme je suis par exemple, je suis un formateur dans l'incubateur, donc pas mal des idées des étudiants ont besoin d'intégrer le e-payment ou bien le paiement électronique dans leur application ou bien dans leur solution. Est-ce qu'il va falloir aussi trouver solution pour éviter le type d'escroquerie? Parce que souvent, on a tendance à avoir peur du e-payment par rapport à ça. Les gens ont peut-être peur de se faire voler leur mot de passe, de se faire arnaquer par rapport à une marchandise. Quelles poursuites judiciaires pourront-ils faire? Est-ce qu'ils sont protégés par la loi? Et toutes ces peurs font que voilà, les gens sont hésitants face au e-payment. Donc bien sûr, quand on utilise, on ne parle pas juste de l'e-payment ou là, quelque chose qui est électronique, l'utilisation des mobiles, l'utilisation d'Internet, donc on est exposé à des forts problèmes, à des grands problèmes. Donc, même à l'université, on a fait beaucoup de journées de sensibilisation concernant la sécurité informatique ou la sécurité des données, comment utiliser votre iPhone ou bien votre téléphone, parce que ça pose beaucoup de problèmes dans ce domaine. Donc, bien sûr, quand on parle d'une start-up, elle est confrontée à plusieurs problématiques. Et on a bien dit qu'une start-up utilise beaucoup, elle est basée sur une idée innovante et généralement c'est grâce à l'utilisation de la technologie. Donc à l'utilisation de la technologie, quand on parle d'une application donc, qui peut offrir pas mal de choses, demander ce que vous voulez et comment vous voulez et dans le temps que vous voulez, et vous pouvez aussi faire par exemple une comparaison des prix et pas mal de choses, et vous pouvez aussi payer électroniquement. Bien sûr, il y a des problèmes, mais ça, c'est géré parce qu'on n'a pas la sécurité informatique. Parce qu'un porteur de projet, quand il va développer une solution, il n'est pas tout seul. D'ailleurs, pour déposer un label startup, il y a beaucoup de choses à enregistrer. Il y a des étapes à enregistrer dans le site du ministère startup.dz. Donc, l'une des choses, c'est bien l'équipe de développement avec qui vous voulez travailler. Donc, vous avez l'idée et, par exemple, si vous voulez utiliser ou développer une plateforme mobile, vous n'êtes pas un informaticien. Vous n'avez pas de spécialité. Si vous voulez développer par exemple quelque chose qui touche de l'hygiène ou bien donc vous avez besoin de quelqu'un qui est spécialisé dans la biologie ou bien dans l'environnement et ainsi de suite. Donc il faut avoir une équipe. Tout ça, c'est fait dans l'incubateur grâce à plusieurs formations. Donc on fait plusieurs formations pour nos étudiants porteurs de projets. Ok, alors si on va dire que j'ai un projet, quelle est la première étape à faire? Déjà pour protéger mon idée. Oui. Pour ne pas qu'elle soit, on va dire, exploitée par une tierce personne. J'ai une idée, je veux développer, qu'est-ce que je dois faire? Donc, premièrement, si vous êtes à l'université, donc il faut différencier donc, entre un étudiant qui n'est pas universitaire ou bien un étudiant qui est universitaire. Donc, on parle peut-être, on prend le cas de l'université parce que c'est plus proche du côté de l'entrepreneuriat. Donc, si vous avez par exemple une idée, vous approchez à l'incubateur. Donc, soit vous avez vous l'idée ou bien votre encadreur, donc vous enregistrez dans l'incubateur, ça veut dire vous donnez par exemple une idée générale, quelle est l'innovation, parce que ce n'est pas n'importe quelle idée, peut-être vous voyez-vous que c'est une idée innovante, et le comité de l'incubateur, après évaluation, va voir que c'est une simple idée, qu'elle est déjà utilisée, il n'y a pas de l'invention, il n'y a pas de l'innovation. Cette idée, elle ne peut pas avoir des bénéfices croissants du taux exponentiel. Donc c'est une idée simple qui peut aller vers une entreprise liée, une petite entreprise. Donc, après avoir reçu toutes les demandes et toutes les demandes des facultés, donc l'incubateur va faire des interviews ou bien des petites présentations par les enseignants
les étudiants accompagnés de leur encadreur, donc pour expliquer les idées. Donc après avoir accepté ou bien demandé de faire des mises à jour ou bien des modifications sur les idées, donc c'est des orientations qui vont faire par le comité de l'incubateur. Donc après ça, les étudiants vont bénéficier de plusieurs formations. De la définition de l'innovation, c'est quoi innover d'abord? Après ça, comment créer start-up, toutes ces étapes-là, c'est quoi l'intelligence artificielle, tout. Plusieurs formations qui généralement durent 5 ou bien 6 jours, ça veut dire successifs. Donc 5 jours successifs, les étudiants vont bénéficier de ces formations. Après ça, donc vient la période d'évaluation pour le comité de l'incubateur afin de passer à la phase de soutenance et de dépôt du label Startup ou bien les brevets à l'INAP, l'Institut national de la protection intellectuelle. Eh ben, je vous remercie, Monsieur Razli, pour toutes ces explications. J'ai été ravie de vous accueillir. J'espère vous retrouver pour parler justement de l'intelligence artificielle qui est votre domaine dans d'autres épisodes, Inch'Allah. Eh ben, nous arrivons à la fin de ce numéro en direct de Béchar. Nous étions avec vous comme chaque jeudi et nous serons avec vous jeudi prochain. Alors, soyez là. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous laisse vous reposer avec cette pause musicale.